retrouver pour une grande émission sur TPT, la chaîne qui vous donne les clés pour mieux comprendre l'actualité. Une grande première depuis Brazzaville sur notre sellette aujourd'hui. Pour la première fois, nous recevons une dame, en la personne d'Arlette Soudan-Nono, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, conseillère spéciale du secrétaire général du PCT, journaliste de formation, par ailleurs directrice fondatrice du complexe scolaire Saint-François d'Assise de Makabandilou. Arlette Soudan-Nono, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, une question d'échauffement. Au sortir du 6e congrès extraordinaire du PCT, vous n'êtes pas membre du bureau politique. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Mais il faut déjà le dire, hein, j'étais déjà, en sortant du congrès, membre du comité central. Parce qu'il faut le savoir, on ne peut pas être membre du bureau politique sans être au préalable membre du comité central. Et les membres du comité central sont élus en congrès. Et le PCT a élu à l'occasion du 6e congrès, nous étions au départ avant le 6e congrès 513 membres. Le 6e congrès a réduit les nombres de membres du comité central. Nous sommes aujourd'hui à 471 membres du comité central, élus donc par les participants venant de tous les départements de l'intérieur du Congo où le PCT est implanté bien entendu. Et donc j'ai déjà été à ce moment-là membre du comité central. Et nous avons eu deux camarades, le camarade Mvo et le camarade Passy, Pierre, qui ont été tous les deux appelés à des fonctions autres, qui sont incompatibles en fin de compte avec la gestion du parti comme tel de plein fouet. Donc ils se sont retrouvés l'un au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication et l'autre au niveau du Conseil économique. Et à ce moment-là, il y a eu deux places qui se sont libérées sur les 51 membres qui font le bureau politique. Parce que les membres du bureau politique sont élevés à ce rang-là par les membres du comité central. À ce moment-là, et il n'y a que le comité central pour élever l'un des siens en membre du bureau politique. Nous avons eu en décembre dernier donc un comité central prévu dans le cadre du programme d'activité de notre calendrier qui bouclait l'année 2012. Et l'un des points inscrits à l'ordre du jour était la réorganisation, le remembrement même du bureau politique pour procéder justement à ce remplacement. Et à ce moment-là, ayant deux places vacantes, je me suis vue donc élevée par mes collègues du comité central, mes camarades du comité central, en membre tout simplement du bureau politique. Vous en aviez émis le souhait ou c'était un choix qui se fait comme ça? Comment ça s'est passé? Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes que 51 membres du bureau politique et ça ne peut pas être un choix qui se fasse tout simplement de façon légère parce que c'est quand même la direction. Hein, au-dessus du bureau politique, vous avez le secrétariat permanent dirigé par 11 membres et à la tête duquel il y a le secrétaire général. Et au-dessus du secrétaire général, il y a le président du comité central, qui est le président Denis Sassou Nguesso. Mais par rapport à l'incompatibilité de sa fonction, aujourd'hui, toutes ces prérogatives reviennent au secrétaire général. Donc c'est pour vous dire qu'on est quand même au-dessus de la pyramide. Donc on ne peut pas dire que le choix se fasse de façon un peu légère. Je veux dire que certainement que mes camarades qui m'ont proposé, qui m'ont soutenu, ont dû lire en moi quelqu'un qui a cette volonté, a cet engagement prononcé, qui milite énormément depuis mon engagement au sein du parti, et pour respecter un peu ce qui a été un peu le leitmotiv un peu du dernier congrès, revitalisation, ouverture, rajeunissement et autres, respect un peu du genre. Je pense que tout cela a fait qu'aujourd'hui, j'ai dû correspondre à ces critères qui m'ont permis aujourd'hui d'occuper l'un des deux sièges vacants. Est-ce que personnellement, vous, Arlette Soudan-Nono, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en étant aujourd'hui membre du bureau politique, sur le plan de votre engagement, sur le plan de votre action au quotidien, aux côtés du secrétaire général Pierre Ngolo? Écoutez, ça me conforte un peu dans la démarche qui est la mienne, hein, parce que faire de la politique, c'est un don de soi que l'on fait, parce qu'on n'a pratiquement pas de vie privée, il n'y a pas d'heure pour faire de la politique. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui, j'en ai pour 35 heures la semaine, c'est pas possible.
La politique, vous vous levez aux aurores, vous pouvez vous coucher avec, aux heures où les chauves-souris sortent du bois ou les hiboux. Donc, c'est un combat permanent, empreint d'engagement, de conviction, d'idées qu'il faut... Il faut faire accepter, il faut fédérer, il faut s'exprimer, il faut faire de la pédagogie. Et ayant accédé en bureau politique, étant entré à l'occasion du 6e congrès au PCT, aujourd'hui, je me dis que je ne me suis pas trompée. C'est un parti réellement qui a pris un nouveau tournant et qui, aujourd'hui, a envie de faire peau neuve, a envie d'aller réellement à ce changement qui a été demandé par cet état des lieux qui nous a permis de dépoussiérer ces textes et de emmener, sous l'impulsion du président du comité central, le président Denis Sassou Nguesso, le parti sur un autre chemin. Voilà. Est-ce que vous êtes combien de femmes dans le bureau politique du PCT? Nous sommes 5 femmes sur 51 membres, mais je pense que nous allons pousser un peu à l'intérieur pour que dès qu'il y a place qui se libère, il y en ait encore une qui y accède. Alors, sauf si notre mémoire nous trompe, sous Lissouba Pascal, vous étiez dans le cabinet de Madame Mounari et aujourd'hui vous êtes toujours au pouvoir, entre guillemets, avec le PCT et tout ce que vous faites. Comment ça s'est fait? À quel moment vous avez quitté, si vous voulez, cet autre pouvoir pour le pouvoir actuel? Vous l'avez su le dire vous-même, hein, vous avez parlé d'un cabinet. Un cabinet, on est technocrate dans un cabinet, ce n'est pas un engagement politique, un cabinet. Un cabinet, vous êtes là en tant que citoyen congolais, appelé à des fonctions, proposées ou nommées par le chef de l'État qui souhaite vous avoir dans un cabinet en tant que société civile, j'y étais. Donc ça a été plutôt en termes d'expérience que cela m'a permis, en tant que journaliste à l'époque où j'étais. Aujourd'hui, ma fonction politique, mes engagements politiques étant incompatibles avec ma formation première, qui est celle du journalisme, et n'ayant pas appartenu à une formation politique, parce que ce n'est qu'au sein du PCT que réellement j'ai fait mon entrée en politique, en m'y engageant dans cette formation politique. Donc là-bas, je veux parler plutôt en termes d'expérience professionnel, formateur, et non en termes d'engagement politique. Donc il n'y a pas eu de transition à faire, tout simplement. Et l'histoire parle d'elle-même, la rupture, c'est cette fameuse guerre civile qui a fait que tout s'est arrêté et que chacun a dû retrouver un peu le cours de sa vie. Moi, je suis revenue au journalisme un moment, ensuite je me suis lancée dans l'éducation et c'est par le biais du système éducatif, parce qu'il n'y a point de développement sans éducation, que je suis arrivée en politique aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de politique sans politique éducative par ailleurs. D'où mon entrée en politique, par le biais du système éducatif. Vous êtes journaliste de formation. Comment appréciez-vous l'exercice de ce métier maintenant au Congo-Brazzaville? Quelle est l'appréciation que vous faites? Écoutez, je pense que c'est un métier difficile, même sous d'autres cieux. Hein. Sinon, nous n'aurions pas toutes ces associations qui militent pour défendre la cause des journalistes. Mais je pense que le Congo, quand même, il y a la liberté ici de la presse, hein, quand même, vous arrivez à vous exprimer, vous n'êtes pas bâillonné, je n'entends pas dire qu'on arrête des journalistes ici et là, simplement, souvent, je décris un peu le manque de professionnalisme, de déontologie de certains, de ce que j'aurais pu dire de mes anciens collègues. Mais je veux dire que moi, je souhaite quand même qu'il y ait cette loi de financement pour permettre aux journalistes d'avoir réellement cette indépendance. Ceux qui ne connaissent pas le métier vous disent « mais pourquoi ils veulent que l'État leur donne de l'argent parce qu'ils veulent être indépendants ?» Mais il faut expliquer aux gens que cette loi, comme nous en politique, on a la loi de financement des partis politiques, mais cette loi aussi, il faut qu'il y en ait une pour les médias qui se mettent en... que l'on puisse quand même... que le président puisse signer un décret dans ce sens. Pourquoi? Parce que lorsque les journalistes ont cette autonomie financière, on évite d'avoir ce spectacle où certains sont obligés, ferment les médias, même la presse écrite souvent en difficulté, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les parutions, l'imprimerie et tout ça, il y a un coût. Et le Congo, les Congolais, il n'est pas encore dans notre culture d'acheter des supports écrits.
voyez? Donc, il y a tous ces désagréments. Et même vous, il y a du matériel, l'audiovisuel comme la radio. Il faut acheter des cassettes, il faut gérer les équipes, une rédaction. C'est toute une équipe, éclairagistes, preneurs de sang, journalistes. Et les gens, en fin de compte, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que les métiers de communication, des médias de la presse. Il faut, je pense, que vous puissiez vulgariser cela. Il y a eu des états généraux à un moment donné, à l'époque dirigés par le défunt Blaise Cololo, auquel j'avais participé. Mais il faut peut-être, je pense, proposer peut-être que l'on revienne à une espèce de grande messe des journalistes pour également revenir un peu sur vos méthodes de travail, réellement, pour que vous vous appropriez vos mécanismes, parce que beaucoup ne connaissent pas la profession, et mettre ceux qui connaissent la profession en difficulté, afin que cette loi que vous attendez soit un peu mieux comprise et plus acceptée et mise en route plus rapidement, tout simplement. Nous espérons tout simplement que Arlette Soudan-Nono va devoir se battre en sourdine même pour qu'effectivement ce métier puisse aller de l'avant. Chers téléspectateurs, vous le savez, sur la Solette, je ne suis jamais seul. Il y a donc des journalistes qui défilent à tour de rôle pour essayer d'échanger avec l'invité. Donc nous allons commencer par Eric Abiv. Nous allons recevoir Eric Abiv qui va échanger avec notre invité sur les conclusions de la concertation politique de Dolisie. Eric Abiv. Merci bien Gilbert. Bonsoir Arlette Soudan-Nono. Je suis très flattée d'être en face de vous parce que c'est pour la première fois depuis que cette émission existe que je vais devoir parlementer avec une dame. Ah ben vous m'envoyez ravi. Mais voilà, justement, comme a su bien le signifier mon collègue, je vais devoir m'entretenir avec vous sur la question liée aux conclusions de la concertation politique de Dolisie. Mais je voudrais quand même comprendre pourquoi cette concertation qui était prévue du 22 au 25 mars dernier s'est finalement tenue du 23 au 26 mars. Bah écoutez, non, il n'y a rien. Non, c'était prévu simplement qu'elle démarrait le 23. Officiellement, ça démarrait le 23 et ça devait... Nous savons qu'officiellement, c'était le 22. Non, officiellement. Ah non, ça a été certainement une coquille de l'administration, mais nous savions que nous devions nous rendre à Dolisie le 22. Les délégations devaient se rendre, mais nous devions ouvrir le ministère de l'Intérieur qui nous a tous convoqués, toutes les formations politiques de la société civile. L'ouverture des débats devait intervenir le 23. Hein. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il n'y a pas eu de grand problème avec la date comme telle. Alors, nous savions qu'au cours d'une concertation, il y a plusieurs courants de pensée, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à converger dans le même sens au point d'obtenir des conclusions? Converger dans le même sens avec lesquels vous parlez des... Parce qu'il y avait la société civile, il y avait les partis d'opposition, il y avait la majorité présidentielle à laquelle nous appartenons. Justement. Oui. Comment est-ce que vous avez tous convergé dans le même sens au point de trouver justement... Mais écoutez, il faut d'abord faire une piqûre de rappel. Hein. Il faut revenir un peu sur sur les conclusions des VO. Parce que nous avons simplement plus ou moins acté sur les acquis des VO en fin de compte. Evo avait déjà pris les grandes décisions. Evo avait déjà conclu, nous avions conclu déjà la concertation de 2011, la deuxième concertation politique qu'il y a eu à Evo en 2011, convoquée toujours par le ministère de l'Intérieur. Nous avons conclu que nous devions avoir ce recensement administratif avant les élections locales de 2013. Nous avions également conclu que nous devions aller au bulletin unique et à la carte biométrique avant les élections présidentielles de 2016. Il était simplement question là de refaire le point à l'occasion de cette concertation de Dolisie avec le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, initiateur de cette concertation de politique de Dolisie, et de voir comment la mise en route devait s'effectuer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu comme tel... à négocier longuement, puisque nous ne partions que des acquis. Si vous regardez bien les conclusions, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des conclusions acquises, en fin de compte, qui avaient déjà été entérinées à Evo.
Malheureusement, qui n'a pas été mise en application pendant les législatives. Non, c'était, et vous nous avez dit avant les locales 2013 que nous devions faire ce recensement administratif spécial avant les locales 2013. Donc là, la concertation de Dolizy nous a simplement permis de refaire un point de parcours. Vous savez, nous sommes une jeune démocratie que nous construisons. Et il est important que nous partions constamment, partis politiques, toutes classes, partis politiques confondus, opposition, société, société civile, parti civil, parti de la majorité, en concertation avec l'ensemble un peu de tous ces acteurs qui participent à la vie quotidienne, au développement de ce pays. Donc je pense que comme il est des traditions et comme le chef de l'État à l'occasion de son adresse à la nation en fin d'année nous a invités, parce que n'oubliez pas que certains, il y avait quand même ce débat entre une frange que j'ai du mal à qualifier d'opposition, ça me pose un problème, qui revendique d'être des opposants qu'il qualifie d'opposition radicale. Une opposition doit être constructive d'abord. Radicale, pour moi, ça ne veut rien dire parce qu'on va droit dans le mur et aujourd'hui, cette opposition est caractérisée par des personnes qui n'ont que pour programme de société attaquer le programme du gouvernement parce qu'aujourd'hui, quand vous avez Mathias Nzan comme opposant, c'est l'ancien ministre des Finances du président Sassou qui, lorsqu'il a été retiré du gouvernement, s'est retrouvé opposant. Ça me pose un problème à moi de voir qu'on devient opposant dès lors que vous n'êtes plus au gouvernement. Peut-être que les personnes qui arrivent aujourd'hui, qui n'ont pas la bonne lecture de la carte politique, ne comprennent pas ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup même de ma génération ne savent pas qui sont ces acteurs politiques. Et il faut expliquer les choses. Quand on parle même d'opposition aujourd'hui, l'opposition, pour continuer dans cette parenthèse que j'ouvre, ensuite je reviendrai à la concertation politique de Dolizy, vous m'excuserez, c'est tellement fondamental ce point. L'opposition aujourd'hui, l'opposition est basée sur l'idéologie. Aujourd'hui, si nous devions dire que nous avions des opposants face à nous, en termes déjà d'opposition, il n'y en a pas. Parce que normalement, c'est l'UPADS, qui normalement est un parti dit d'opposition face au Parti congolais du travail, au PCT. Mais nous avons la même idéologie qui est la social-démocratie. Donc vous voyez bien que même sur ce plan-là, ça me pose un problème déjà. Et on se rend bien compte que le débat n'est pas en termes d'idéologie ni d'opposition, mais en termes je vais mettre les pieds un peu dans le plat, mais en termes d'intérêt, d'ego personnel, de privilèges personnels que les uns perdent au détriment de ces citoyens qui nous font confiance dans le cadre de la gestion, qu'ils veulent bien nous donner mandat lorsqu'ils nous élisent à certaines fonctions. Et c'est là où j'invite la classe politique de toutes bords confondus à élever le débat, à se mettre au-dessus un peu des intérêts personnels et de penser à l'intérêt de la nation. Parce qu'il n'y a pas comme tel d'opposition avec un programme de société basé sur l'idéologie du parti. Parce que... Vous faites bien d'évoquer, de mentionner le nom de Mathias Nzan, effectivement, mais vous pensez que c'est la raison qui a fait que Mathias Nzan quitte, si vous voulez, son ami d'antan, on va dire l'opposant Denis Sassou Nguesso, puisqu'il était ministre des Finances, vous l'avez dit. Mais pour Mathias Nzan, c'est que l'idéologie, la démarche politique même du président Denis Sassou Nguesso était aux antipodes de ce que lui, il croyait, de sa vision politique à lui. Mais quelle vision il a servi? Depuis quand? Posez-vous simplement la question. Depuis quand il semble avoir pris conscience de cela? Je ne comprends pas. Depuis quand? Il a travaillé avec lui. Il était à la tête d'une banque qui a mis la clé sous la porte. Il était dans cette affaire du scandale de la BEAC. Mais est-il à sa place pour donner des leçons de gestion? Partout il a mis sa main, ça n'a pas marché. Dites-moi, ce n'est pas moi l'affaire de la BEAC qu'il ait écrit, qu'il ait dit. La BIDC. Renseignez-vous sur la gestion de la BIDC. Et depuis quand réellement entre nous, entre vous et moi, est-il opposant? Et depuis qu'il est. Mais depuis quand? Mais depuis qu'il n'est plus au gouvernement.
Donc c'est un problème c'est un problème d'individu, c'est un problème, comme on dit vulgairement, d'intérêt, de positionnement, comme vous venez de le dire, au détriment de l'intérêt général des problèmes de la collectivité, de la nation. Est-ce que c'est pas une façon pour lui de réclamer peut-être sa part du gâteau aussi, hein? Mais je pense que voir le Congo en termes de part du gâteau me met mal à l'aise, hein. Moi, je fais de la politique empreinte d'une forte conviction, d'un engagement. Parce que je crois que faire don de soi, comme je vous l'ai dit en début de mes propos, en ouvrant l'émission, être mandat de ces citoyens qui veulent nous faire confiance, nous ne devons pas voir notre République, notre pays, comme un gâteau où chacun pense se servir comme tel. Nous sommes, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est élu sur la base d'un programme qui est basé sur le social. Vous voyez, c'est le chemin d'avenir avec des préoccupations qui concernent l'ensemble des citoyens congolais. Et moi, j'ai été séduite par ce programme de société, j'ai été séduite par cette idéologie basée sur du social qui m'a donné envie d'intégrer cette formation politique aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, j'ai quand même près de 50 ans aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait un engagement politique à la légère. J'ai pris le temps de bien comprendre avant de m'engager en politique. Parce que pas l'air, hein, d'avoir 50 ans. Oui, ça c'est simplement un état d'esprit. Et puis peut-être que j'ai un physique qui veut m'être agréable tout simplement. Alors revenons sur la concertation, sur les conclusions de la concertation politique d'Evo. Justement, de Dolisie, excusez-moi, je vous en prie. Comment est-ce que justement vous aviez finalement convergé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le même sens, puisque vous ne m'aviez pas répondu à cette question? On n'a pas convergé. Vous savez, vous voulez parler en fin de compte, on ne va pas tourner autour du pot, hein, je vais vous mettre à l'aise. Vous savez, les médias ont écrit, je pense à raison, que il y a eu une démarche un peu difficile, un peu de l'opposition parce que l'opposition aujourd'hui est scindée en deux groupes, hein. Il y a ceux qui veulent être avec leur qualificatif des radicaux et ceux qui veulent être une opposition, à mon sens, constructive, hein. Parce que constructive, ils pensent plutôt au problème de la nation comme nous autres, qui ont voulu venir. Mais ils ont posé un préalable. Ils disent, nous, on veut venir, mais bon, nous voulons venir, nous avons eu nos problèmes de participation, de quotas. Il y a eu ce problème de quotas. Nous avons écrit au ministère qui ne nous a pas répondu. C'était plutôt un problème de procédure qui s'était passé au sein, si j'ai bien compris, de cette convention. Je crois qu'il y a eu un problème plutôt de procédure. Et une fois que le ministère, ils se sont entendus, le ministre les a reçus, ils se sont concertés, parce qu'ils avaient posé un préalable. Ils voulaient simplement que le ministre puisse augmenter les quotas des délégations qui devaient s'y rendre. Donc ils se sont bien rendus à Dolisie et le ministre a rajouté, je pense, un certain nombre de participants. Parce que moi, je n'ai pas assisté à cette rencontre entre, ne faisant pas partie, vous comprenez, bon, de l'opposition. Nous n'avons pas fait partie, nous PCT, de cet échange entre ce groupement, cette plateforme de partis politiques et le ministère de l'Intérieur, mais je pense qu'ils ont trouvé un terrain d'entente puisque nous nous sommes tous retrouvés à la cérémonie d'ouverture et nous avons donc procédé, donc nous avons tous travaillé. Mais comme je venais de vous le dire, les conclusions, nous n'avons fait que reconduire les conclusions, les décisions acquises, entérinées déjà lors de la concertation politique d'Evo, et que le PCT est un parti qui respecte ses engagements. Pourquoi voulez-vous, à ce moment-là, qu'il y ait polémique ou qu'il y ait eu débat? Parce que même là, vous avez suivi certainement les débats qu'il y a eu à l'Assemblée hier. Vous avez même vu le ministre d'État, Yoka, appuyer les propositions de l'honorable Tsatsi Mabiala. Lorsque l'opposition fait des propositions dans le sens constructif, il n'y a pas de raison que nous nous arc-boutons au nom du pouvoir que nous incarnons de façon figée bête. La politique, ce n'est pas comme ça que nous voulons la faire. Nous voulons aujourd'hui faire la politique autrement. On reproche au Parti congolais du travail de jouer à ce jeu de division pour mieux régner. Vous êtes en train de diviser même déjà l'UPADES, puisque Tsatsi Mabiala, au sein de son groupe, est comme un peu mal vu de par le fait qu'il est autorisé
donc à une certaine frange de l'UPADES, de prendre part à cette concertation de Dolisie? Écoutez, moi je ne sais pas vraiment ce qui se passe au sein de l'UPADES. Nous ne sommes pas des ennemis, nous avons simplement des contradictions dans le cadre de la gestion de notre pays, certainement, parce que sur le plan d'idéologie, nous avons plus ou moins la même démarche, hein, sans les sociodémocrates, je vous l'ai dit. Mais si j'ai bien compris, en tant que politique, tout simplement, faisant une analyse politique comme telle de façon détachée, parce que n'appartenant pas à cette formation politique, je tiens simplement à le repréciser, je pense que leur division, les tensions qu'il y a au sein de l'UPADES remontent aux dernières élections législatives où certains acteurs de leur propre formation s'étant positionnés dans certaines circonscriptions n'ayant pas été élus, accusant le groupe des élus d'avoir été, en fin de compte, ils reprochent à ceux qui ont été élus d'avoir été élus. Voilà. Et comme c'est une frange de caciques qui n'a pas été élue, bon, ben, écoutez, si j'ai bien compris, bon, ben, ils se battent là aussi une fois de plus, si j'ai bien compris, l'éternel nerf de la guerre. Voilà, des fins de mois qui peuvent être difficiles, puisque beaucoup aujourd'hui n'avaient que pour financement, pour entrer de fond les fauteuils de parlementaires, alors, au détriment. Et moi, je veux bien, mais posez-leur la question, combien de décence parlementaire ces personnes ont-elles faites? D'accord, bon, disons que dans les conclusions de Dolisie, il y a que, il faut, si vous voulez, vous avez aussi arrêté, entre autres résolutions, qu'on reporte les élections locales. Quelle incidence cela va avoir sur les collectivités locales dont les mandats vont arriver à terme? Non, nous n'avons pas pris la résolution du report. Nous avons fait une recommandation parce que le temps qui nous est imparti, nous avons du bon sens. Nous nous disons, et nous sommes à 3 mois des élections locales qui sont prévues normalement pour le mois de juillet 2013. Étant conscients de cela, puisque nous avons été, nous sommes retrouvés à travers les commissions, nous avons eu quand même à réfléchir là-dessus, à faire des analyses là-dessus, des réflexions, et nous avons compris que le gouvernement peut être mis en difficulté. Et donc, nous avons voulu déjà anticiper pour ne pas qu'il y ait encore une autre convocation de toute cette classe politique et de la partie de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, s'il est question de report, il va falloir discuter avec les acteurs politiques et de la société civile. Donc, nous avons simplement parlé en termes de recommandations, mais cela relève du gouvernement de nous dire réellement si cela est possible dans les temps impartis ou si cela n'est pas possible et de nous dire, c'est à eux de nous dire aujourd'hui, nous sommes à l'attente, nous sommes à l'écoute, de nous dire si cela n'est pas possible, si nous devons aller à un report, que doit-on faire sur le plan juridique, sur le plan administratif? Là, c'est à l'État de nous répondre. Donc nous sommes dans l'attente de, comme toutes les autres formations, le PCT, et en attente justement. Il n'y a pas un comité de suivi de résolution de Dolisie? Il y a un comité de suivi, mais qui lui également travaille avec le ministère de l'Intérieur, qui est le gestionnaire de la machine de tout ce qui est recensement administratif et autres. Donc nous sommes à ce stade-là actuellement. Avec Soudan Nono, nous savions que les travaux de la concertation politique de Dolisie se sont déroulés pendant 4 jours. Est-ce que vous pensez qu'en 4 jours, vous avez pu définir un corps électoral fiable qui nécessite aujourd'hui un recensement administratif spécial? Nous n'avons pas eu à définir. En fin de compte, la démarche avait été là une fois de plus, déjà arrêtée à l'occasion de la concertation politique d'Evo. Vraiment, j'insiste que sur la majorité de tous les points avaient été déjà, en fin de compte, acquis. Et cette démarche, pourquoi on arrive à ce recensement? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce recensement avait été fait en 92. Le président Lissouba avait proposé également un recensement en 96, mais la Constitution de 2002 ayant tout annulé aujourd'hui, puisque nous avons, depuis 96, eu une nouvelle Constitution, et ce corps électoral n'a pas été revu comme tel. Nous travaillons à base de l'ancien corps électoral, et à ce moment-là, nous avions convenu depuis Evo qu'il fallait, parce que n'oubliez pas que toutes les guerres qu'il y a eu depuis 52 et autres, c'est toujours sur le fond de ce corps électoral
qui pose un gros problème. Quand on vous parle de l'abstention, quand on vous dit là les chiffres ne sont pas bons, quand on vous dit ceci, toutes les querelles que nous avons aujourd'hui, c'est toujours découpage et autres, c'est toujours sur ce fond de ce corps électoral. Donc Evo, en fin de compte, avait déjà dépoussiéré, avait déjà un peu anticipé, et donc nous avons simplement reconduit tous les acquis d'Evo, et là simplement, on attend simplement la mise en application par le ministère de l'Intérieur à ce stade. Donc nous sommes arrivés à la fin de votre intervention. Mais pour boucler avec ce chapitre quand même, Madame Arlette Soudan-Nono, qu'est-ce que vous redoutiez de l'opposition lorsque l'opposition évoque les États généraux? Qu'est-ce que vous redoutiez? Quelle opposition? Parce qu'il y en a bien deux. Le front de parti de l'opposition. Non, il n'y a pas de front. Avec leur meeting... Non, il y a... Vous parlez de 5 ou 6 partis qui se sentent... Mais là aussi, il y a un problème. Parce que, regardez, il y a une aberration. Vous parlez là de M. Kifoussia, qui s'est retrouvé, si j'ai bien compris, à l'occasion de ce meeting, en guillemets, dit du sous-bois. Hein, du sous-bois, parce que, bon... Il y avait une circulation qui passait. Bon, voilà, bon, je vais pas être cruel, hein, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais nous avions aussi à la concertation d'Evo, l'UDR Mwinda, par le biais de son vice-président, qui a participé... D'Evo ou de Dolizy? De Dolizy, plutôt, qui a participé également. Le CNR était là, l'UPADS était là, tous les autres partis. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal. Quand vous me parlez d'opposition, j'attends que vous reprécisiez. Parce que vous me parlez de M. Kifoussia. était là, M. Kifoussia. M. Kifoussia, il est bien à la tête de l'UDR Mwinda. Mais son vice-président était bien à l'UDR Mwinda par le biais de son vice-président, puisque M. Kifoussia s'était excusé, étant en France, a envoyé son vice-président à assister à la concertation de Dolizy. Quand même qu'il soutenait les États généraux. Mais vous voyez que j'ai moi-même, vous voyez, ça nous met tous un peu en difficulté. Nous avons eu même les gens du CNR qui étaient là et qui ont participé également, si j'ai bien compris, à ce rassemblement du sous-bois. Donc, je vois qu'il va falloir déjà qu'ils s'organisent déjà réellement. Donc, bon, on ne va pas s'attarder. Bon, vous parlez donc de l'opposition qui s'est retrouvée en sous-bois. Voilà. Dites, oui. Bah, écoutez. En sous-bois. Bon, merci beaucoup. Merci Eric Habib. On va recevoir Chief Chivongo. Certainement qu'on aura l'occasion. Mais je vais quand même conclure sur la question posée. Chief Chivongo peut déjà arriver. Vous savez, il faut dire aux citoyens congolais, que lorsque l'on parle d'états généraux, mais ça veut dire que tous les voyants sont au rouge dans la République. Mais c'est un terme extrêmement grave qu'il ne faut pas employer à la légère. Et j'en appelle à la responsabilité de la classe politique qui joue de ces mots-là, de vraiment ne pas vouloir ramener les Congolais à ces moments difficiles. Nous sommes sortis de guerre civile où vous savez combien de vies humaines ont été aujourd'hui perdues. Aujourd'hui, la situation politique, le climat social ne nous permet pas, si on fait une lecture honnête, d'en demander, d'en référer même à des États généraux. Donc je trouve même irresponsable de la frange de cette classe politique aujourd'hui de vouloir tremper une population qui veut nous faire confiance. Attention, ne jouons pas avec ça. La paix que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a chèrement ramenée, ne s'est pas faite aussi facilement. Il a fallu près de 10 années pour aujourd'hui pouvoir nous circuler sur l'étendue du territoire congolais. Attention, ne jouons pas avec ces choses-là. Ne jouons pas avec ces questions-là. Mais tout ne marche pas non plus. La misère sociale, elle est là présente au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement, il ne faut pas le dire pour le dire, il faut dire tel aspect ça ne va pas, tel ceci, il faut identifier. Ça ne va pas déjà aujourd'hui. Mais l'école, c'est tout un problème. Non, vous parlez de la grève des enseignants. Voilà, mais ce n'est pas l'école qui pose un problème. Là, il est question d'une revendication sociale légitime de la part des enseignants qu'il faut expliquer aux populations. Il est question d'harmonisation des textes, il est question de statut particulier, il est question de relèvement de taux d'indice. Ce sont des revendications légitimes. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire d'amalgame.
Là, il est question, si j'ai bien compris, de faire une gestion globale de la refonte de la grille indiciaire de la fonction publique comme telle, pour ne pas qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une cacophonie où on a la santé, l'enseignement, le ministère, peu importe, du travail lui-même, le ministère des différents de l'agriculture et autres. Donc aujourd'hui, les conclusions, nous nous acheminons vers une solution globale. Et ce sont des revendications légitimes. On va approfondir l'entretien à propos, puisque Tic Tivongo est là. Voilà. Il est question de conférer avec vous sur l'action gouvernementale et le parti au pouvoir, Madame Arlette Soudan-Nono. Justement, avant d'en arriver à l'action gouvernementale, tout à l'heure avec Erika, vous avez parlé des conclusions d'Oliziou et vos deux. Que pensez-vous, vous, jeunesse montante de la politique, du processus actuel de démocratie congolaise? La jeunesse chez nous, c'est 15-35 ans. Hein. La jeunesse du parti, c'est 15-35 ans. Et bon, je ne me considère pas tout à fait comme jeune, mais j'apprécie... Jeune pas en termes d'âge, mais jeune quand même... dans l'action politique, sur le plan politique, dans ce sens-là. Je vous rappelle que les gestionnaires d'aujourd'hui sont arrivés au pouvoir, ils avaient 25-30 ans. Hein. C'est une parenthèse que je vais clore là également. Je ne souffre pas de cet adjectif de jeunesse, je le prends plutôt comme un compliment, comme votre consoeur me l'a fait tout à l'heure. Mais pour répondre un peu à votre question sur la démocratie, mais la démocratie doit se construire. Hein. Le président de la République dit que nous devons la consolider. La démocratie n'est pas quelque chose que l'on s'approprie comme ça, ce sont des mécanismes. N'oubliez pas que nous sortons cette démocratie que nous voulons aujourd'hui consolider, nous a plus ou moins été imposée à l'issue du sommet tenu par le président Mitterrand à l'époque à La Baule, appelant un peu toutes ces républiques africaines à aller un peu au sommet de La Baule, aller au processus démocratique. Et ensuite, s'en est suivi tous ces mouvements, Glasnost, chute du mur de Berlin. Et beaucoup l'ont vécu comme des modes. Donc aujourd'hui, il faut faire un travail pédagogique. Hein. Il faut expliquer à nos populations, il faut expliquer à nos électeurs, à nos militants, ce que c'est que la démocratie, qui veut dire aujourd'hui faire le choix des hommes à travers des élections. Et pour s'approprier ces mécanismes-là, même sous certains cieux, même européens, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Je discutais avec un diplomate ici d'ailleurs, il y a très peu, un diplomate européen, qui m'expliquait qu'il y a encore 15 ans dans son pays, ils avaient des campagnes électorales et il avait des candidats qui disaient encore, qui passaient de porte à porte, disant, écoutez, si vous votez pour moi, si je suis élu, là pour l'instant, je vous fais une promesse, je vous donne un soulier. Si je suis élu, je vous donne le deuxième pied pour en faire la paire de chaussures. Voilà, comme ça vous aurez toute la paire de chaussures. Donc il faut du temps, il faut éduquer les populations. C'est pour ça que je parlais de pédagogie en politique. Dans le cadre de la pédagogie, vous ne le faites pas, vous les politiques, c'est vous qui avez gaspillé.